Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'éco-conception pour mieux maîtriser l'impact environnemental des produits hardware. Donc, on va parler plutôt hardware aujourd'hui que software. Je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème du pôle Actantis. Nous sommes donc le pôle compétitivité Deep Tech numérique et photonique du Grand Sud, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Quelques règles techniques préalables. Donc, le webinaire sera enregistré, donc vous pourrez accéder au replay d'ici 24 à 48 heures. Deuxième règle, vos micros sont coupés pour éviter toute perturbation pendant les présentations. Et troisième élément important, vous avez un module questions que je vous invite à utiliser pour poser vos questions et nous les traiterons au fil de l'eau. N'hésitez pas aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est que vous puissiez poser ces questions. On vous présente des éléments qui nous semblent pertinents, mais vos questions sont très importantes. Donc, on va parler éco-conception pour les produits hardware. On va voir comment on peut le mettre en œuvre. Il existe des méthodes, il existe des cas d'usage. Donc, on va croiser les regards entre un acteur académique, donc le CEA, et un cabinet de design industriel qui nous permettra peut-être de voir s'il y a des choses qui peuvent se lier. J'en suis assez persuadée, mais encore faut-il les appliquer. Hein. C'est jamais simple de passer des méthodes à l'application. Mais là, c'est vraiment le cas et je pense que vous pourrez en extraire certaines bonnes pratiques. Donc, ce sera l'objet de ce webinaire. J'introduis pourquoi nous faisons ça. Vous posez peut-être la question, pourquoi un pôle de compétitivité Deep Tech numérique et photonique se consacre à la transition écologique? C'est parce qu'on a beaucoup d'adhérents, on a 300 adhérents, 250 industriels. Donc, ce sont des entreprises qui fabriquent, qui développent des éléments software, des éléments hardware. Et donc, pour nous, il est important de donner les clés et les moyens pour bien comprendre ce que c'est qu'un engagement dans la transition écologique, pour préparer également les entreprises, les petites, de préférence, c'est la masse de nos adhérents, aux exigences qui sont celles d'aujourd'hui, mais surtout celles qui sont celles de demain, donc les exigences qui sont à la fois internes, hein, vos collaborateurs, mais qui sont également externes, vos partenaires, vos financeurs, vos clients, vos investisseurs, et également comment valoriser les actions. Aujourd'hui, s'engager dans une transition, c'est aussi le dire et le faire savoir, puisque on a différents niveaux de maturité sur ce sujet, et plus on est mature, plus on peut communiquer vers l'extérieur. On a des partenaires qui nous accompagnent sur ce sujet, donc que vous connaissez peut-être, hein, qui sont Entrepreneurs pour la planète, qui est une association à échelle nationale, ou l'agence Lucie qui travaille sur le label numérique responsable, ou un cabinet qui s'appelle Rive Neuve en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est très engagé sur ces sujets. On est également soutenu en particulier par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a différents dispositifs, notamment le dispositif CEDRE que vous pouvez mobiliser. Un point rapide sur le cycle de l'année 2025. Chaque année, il y a 5 ateliers. Donc ça fait 4 ans maintenant. Donc le premier aujourd'hui est consacré à l'éco-conception hardware. Le suivant sera plutôt consacré au software, donc comment réduire la consommation énergétique des logiciels. C'est un vrai sujet de plus en plus important. Troisième sujet, la frugalité, la décarbonation du numérique. Là, on va voir comment on traite ce point central qui est le cloud, les data centers. Enfin, on va reparler, parce qu'on a déjà parlé en toute fin d'année 2024 du sujet de la trajectoire carbone. On a un outil à disposition de nos membres qui permet de faire le premier calcul d'empreinte carbone. Et enfin, on parlera des dispositifs régionaux de transition écologique. On a sorti une petite newsletter en décembre qui reprend tout ce qui a été fait en 2024. Donc, vous pourrez la suivre. Elle est sur LinkedIn. Je pourrais vous redonner le lien si besoin. Et sans attendre, donc aujourd'hui, on va parler des enjeux de l'éco-conception, plutôt hardware, bien sûr, vous l'avez compris, les leviers.
les points de vue entre un acteur plutôt de recherche, CEA, et un cabinet de design et des cas d'usage. Donc, nous avons Cindy Lyotard du CEA qui interviendra, Magali Payen de Mac Design qui interviendra. Donc, en premier lieu, je donne la parole à Cindy. Donc, je vais lui passer la main. Cindy, je vais vous passer la main. Bonjour. De suite. À vous, Cindy, si vous êtes prête. Très bien, je vous remercie. Donc, Cindy Lyotard, moi, pour ma part, je travaille... Hop, pardon, oui, mon écran, oui. Donc, je travaille au CEA, à la direction de la recherche technologique, dans lequel on retrouve deux instituts qui sont CEA List et CEA Leti, qui travaillent sur le numérique. Et donc, je vais vous expliquer comment on appréhende l'éco-conception dans nos activités de recherche et vous exposer quelques exemples de travaux portés par mes collègues. Donc, ma présentation va se dérouler en 3 temps, une introduction pour le contexte, des outils, notamment ceux que l'on développe, et des exemples concrets d'éco-conception. Donc, un petit rappel en préambule, ce qu'on appelle l'éco-conception, hein, d'après l'AFNOR, c'est la prise en compte des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits, dans le but de réduire ces impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie. Donc avec l'objectif, dans le cadre d'un développement durable avec ces trois dimensions, sociale, économique et environnementale. Bon, c'est un petit rappel. Quelques autres que vous connaissez sûrement, hein, l'éco-conception, c'est un des piliers de l'économie circulaire. Donc vous avez ici les définitions qu'on en a en France et en Europe. Et donc, qui montre bien qu'on s'inscrit dans le cycle vie complet d'un produit avec l'objectif notamment de favoriser une économie plus circulaire. Alors, il existe un autre framework intéressant pour considérer l'éco-conception. Il s'agit des approches multiples R. Alors, on le connaît sous le nom des 4, 6 ou 9, voire plus. Ici, je vous présente celui des 9 R, qui est un des plus répandus. Et bon, c'était surtout pour la référence. Nous, je préfère vous l'expliquer dans le cadre de l'éco-conception des systèmes électroniques. Alors, en fait, les premières questions qu'on peut se poser, c'est dès l'expression du besoin. C'est là qu'on a le plus gros potentiel de réduction d'impact. C'est ce qu'on appelle la sobriété. On peut se poser la question de savoir, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, hop, je vais faire comme ça plutôt. On peut se poser la question de savoir si on a vraiment besoin du produit ou d'une de ses fonctions. Est-ce qu'on peut repenser la spécification fonctionnelle et ou les performances au plus juste nécessaire? Donc, ce sont ces deux propositions. Ensuite, on rentre dans des notions d'efficacité. Là, il s'agit de réduire la consommation de ressources utilisées, donc les matières premières, l'eau, l'énergie pendant les phases de production, d'usage, les déchets, les coproduits. Ensuite, il y a des actions en lien avec la circularité, et là, on les voit par ordre décroissant. J'ai un petit problème d'affichage. Par ordre décroissant d'effet de levier. Donc d'abord, on peut travailler sur la fiabilité pour limiter l'obsolescence matérielle, concevoir des produits plus facilement reconfigurables pour limiter notamment l'obsolescence logicielle, avec l'idée d'augmenter la durée de vie totale de notre équipement. Ensuite, faciliter la seconde vie du produit avec sa réutilisation, sa réparation, voire sa restauration, si on va un petit peu plus loin, le refurbish. Concevoir le produit pour qu'il soit facilement réinjectable dans le process de fabrication, tout ou partie. Donc ça suppose par exemple de travailler sur sa démontabilité. Et enfin, récupérer la matière première pour la recycler, soit dans la même chaîne de valeur, soit dans une autre. Donc c'est jusque là où on peut aller. Alors ce schéma, il est extrait d'un livre blanc sur la soutenabilité des composants d'un système électronique sur lequel on a travaillé et que je vous invite à regarder si vous voulez voir les pistes d'éco-conception en lien. Donc ensuite, au CEA,
alors, nous, on a, dans notre contexte de recherche technologique, on a développé notre propre framework, donc de ce qu'on appelle l'éco-innovation. Lorsqu'on développe une technologie, l'éco-innover, ça signifie d'une part qu'on fait en sorte qu'elle soit développée de façon soutenable, sustainable tech, mais aussi qu'elle apporte des services environnementaux, sociétaux, économiques. Et là, on touche un petit peu plus à la question de son usage et de sa finalité. Voilà. Et on inscrit tout ça donc dans le cadre, dans une approche d'une soutenabilité forte qui suppose qu'on obtient in fine un bénéfice net, positif ou nul, sur l'économie, la société, en préservant l'environnement. Donc, par exemple, c'est un peu théorique tout ça, mais par exemple, éco-concevoir un produit pour l'extraction pétrolière, ça ne remplit pas toutes les conditions de l'éco-innovation dans notre cadre méthodologique. Alors, je vais juste détailler un petit peu, si je rentre dans le détail, sur l'axe Sustainable Tech, on adresse les impacts négatifs directs du produit. Donc, qui indique que la première étape, c'est de savoir évaluer ces impacts pour savoir où travailler, et ensuite de réduire ces impacts. Et sur l'axe Tech for Sustainability, ici, on adresse plutôt les impacts positifs directs. Donc, c'est l'évaluation des services rendus, mais aussi les impacts indirects, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors, les impacts indirects, ce sont par exemple, typiquement le fameux effet rebond. L'effet rebond qui dit que le potentiel d'économie qu'on peut espérer par un progrès technique peut être limité, voire annulé par la demande accrue de ce produit s'il est effectif. Donc, on connaît cet effet dans le domaine du numérique, où les progrès d'efficacité énergétique dans la microélectronique, aujourd'hui, ne suffisent plus à contenir son impact du fait que la demande est toujours croissante. Voilà, donc, in fine, l'objectif, c'est de peser les pour, les contre et s'assurer qu'on est bien sur un bénéfice net positif. Et cette méthode, on l'applique aussi bien aux impacts environnementaux que sociétaux ou économiques. Alors, aujourd'hui, on fait un focus éco-conception. Donc, c'est bien là qu'on se situe sur la réduction des impacts négatifs directs. Mais je voulais, voilà, dans l'introduction, replacer tout ça dans notre contexte à nous. Et juste avant de rentrer dans le concret, 2 mots sur le contexte réglementaire. Alors, on a en France une loi anti-gaspillage depuis 2020, dont les décrets continuent de sortir. Bon, ça, je pense que celle-ci, vous la connaissez bien. Plus récemment, à l'Europe, on a eu l'été dernier l'adoption d'un règlement Eco-Design for Sustainable Products, qui en fait est une refonte de la directive éco-conception de 2009, et elle sera applicable, transposée dès 2027. Donc, ce qui est à noter, c'est que on prévoit d'élargir à tous les produits, pas ceux uniquement liés à l'énergie. Il y aura des interdictions de destruction d'invendus, y compris pour les produits électroniques, des exigences d'information, notamment au travers d'un passeport produit. Et ce qui est intéressant, donc des exigences minimales de performance d'éco-conception qui s'appuient sur des critères qui sont, vous le voyez, assez étendus. Tout récemment, là, il y a quelques jours, on a eu, vous l'avez certainement entendu, le pacte pour l'industrie propre. Donc, je vous ai fait quelques extraits d'annonces intéressantes en lien avec l'éco-conception qui interviendront là en 2025, notamment l'introduction de critères de durabilité dans les marchés publics, un label volontaire, mais d'intensité carbone sur les produits industriels, des bonnes nouvelles autour de financement, la mise en œuvre du Critical Raw Material Act, la création d'un marché unique pour des produits circulaires, et puis enfin un plan d'action qui est en lien avec donc, le règlement dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, ça bouge, ça continue de bouger malgré le contexte géopolitique. Bon, je passe au concret. Donc, je vais vous parler des outils pour l'éco-conception. Alors, les outils d'éco-conception, dans ceux qui font référence, vous avez la roue de Brézé, qui permet d'analyser l'intégration des aspects environnementaux dans la conception d'un produit. Donc ça fait écho au levier d'économie circulaire dont on parlait tout à l'heure. Ça vous permet de positionner votre projet ou votre technologie sur différents axes pour identifier des pistes d'amélioration. Voilà, ces différents axes donc, qui font écho à ce qu'on a vu précédemment. Ces pistes d'amélioration, elles ont été traduites par l'ADEME dans un guide que je vous ai mis ici, qui liste, je crois, 42 leviers d'éco-conception. Voilà, c'est une introduction un petit peu générale sur les outils de référence.
Mais une fois qu'on a dit ça, nous, on a identifié un certain nombre de freins à l'éco-conception. Alors, freins qui sont certainement communs à un grand nombre d'acteurs et d'autres qui sont plus spécifiques à nos activités. Donc, on a vu qu'il est indispensable d'évaluer les impacts pour cibler les points chauds qu'il faudra améliorer par des actions d'éco-conception. Et ça, c'est un travail très itératif, vous le savez bien. Un des problèmes, c'est que l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie normalisée notamment, elle est plutôt longue et coûteuse. C'est une analyse qui est statique et dont il faut reprendre les données d'entrée à chaque itération. Par ailleurs, ça requiert une expertise spécifique qui n'est pas forcément celle qu'on a conventionnellement dans nos métiers de conception. Et lorsqu'on fait de la R&D, a fortiori de la recherche, on souffre d'un manque de données et aussi d'une faible qualité de ces données d'entrée, notamment du fait qu'on est sur une faible maturité technologique. Donc en fait, on a ressenti le besoin de développer des outils simplifiés, qui soient paramétrables notamment, d'avoir des interfaces plus agiles entre les analyses de cycle de vie et les flots de conception et d'autres outils spécifiques. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns qu'on a développés au CEA. Le premier, donc, vous voyez ici, donc appelle ici, on reprend le processus de conception. Donc, classiquement, on conçoit un produit dans un bureau d'études avec un logiciel de design, et puis un ACViste va réaliser une analyse de cycle de vie, établir des impacts environnementaux et donner ses conclusions à l'équipe de conception pour une itération de conception. APA-LCA, donc un outil qu'on a développé, il a l'objectif d'automatiser quelques parties de ce process, et donc il va permettre de décomposer en deux mondes asynchrones en fait ces différentes étapes. Donc il y a un premier outil qui s'appelle APA-Build, qui récupère toutes les données d'entrée, génère un modèle d'impact environnemental qui est paramétrable. Et ce modèle d'impact environnemental, il va être injecté dans un deuxième outil qui s'appelle APA-Run, et qui, lui, va récupérer juste ce dont il a besoin, il sera plus léger, il va pouvoir se connecter très facilement à des logiciels de conception de façon générique, et va rester indépendant du modèle d'impact environnemental. Et donc, ça permettra d'avoir une solution un peu standalone pour le concepteur, pour faciliter son flot de conception de façon paramétrique et semi-automatisée. Donc, c'est un outil qui a été développé en open source et il est disponible sur le lien que vous voyez là sur le slide. Un deuxième outil dont je voulais vous parler, donc il est en cours de développement celui-ci dans un projet européen qui s'appelle Icône et dont l'objectif est de réduire les déchets électroniques. Alors c'est un projet qui s'appuie pour le clin d'œil sur une approche CISR, celui-ci. Alors Stitch, l'outil dont on parle, c'est un outil qui sera diffusé en open source bientôt. Il repose sur donc un module d'ACV simplifié, une base de connaissances vraiment spécifique aux composants électroniques et puis un module d'indicateur. Et il va permettre aux utilisateurs de calculer, de comparer facilement des performances de durabilité entre différentes conceptions électroniques, et puis de fournir aux concepteurs des connaissances clés en matière d'électronique durable, des bonnes pratiques, et mettre des indicateurs au bon niveau. Voilà. Alors, un autre élément dont je voulais vous parler, c'était alors plus de compétences et de suites logicielles pour la réduction de l'impact environnemental des procédés industriels. Dans nos labos, on a développé d'une part une expertise dans la modélisation appliquée à l'évaluation des impacts, et d'autre part une expertise dans les jumeaux numériques qui nous permettent de récolter, traiter des données issues des procédés industriels. Et à l'intersection, on a développé une suite logicielle des outils qui permettent d'accompagner nos partenaires industriels dans la mesure, la simulation et l'optimisation de leurs procédés pour réduire leur impact environnemental.
Et enfin, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle FAMES, alors en fait, oui, en introduction, le CEA Leti travaille donc sur la fabrication de semi-conducteurs et on est en train de développer une méthodologie spécifique à ces procédés. Il faut savoir que la fabrication de puces, ça comporte un nombre énorme d'étapes intermédiaires et si on connaît généralement bien les entrants et les sortants globaux des salles blanches, il manque encore une méthodologie pour analyser les flux intermédiaires à l'aune de leur impact environnemental et donc d'éco-concevoir un circuit complètement. Donc, dans le cadre de ce projet, FAMES, encore un projet européen, on a une ligne pilote FDSOI 7 nanomètres. Et là, l'objectif, c'est de déployer un outil qui permettra de réaliser des analyses de cycle de vie dynamiques à chaque niveau de procédé. Ensuite, on sera capable de connaître l'impact environnemental d'une technologie complète et de générer une sorte de e-score pour chaque technologie ou système développé dans nos labos. Et en couplant ça, en couplant développement technologique, design et modélisation, à la fin, on a des outils plus riches à proposer et à transférer pour avoir des technologies performantes. Donc, la façon classique de déterminer la performance d'un circuit, c'est le PPAC, donc Performance, Power, Area, Cost. Et ici, on a donc l'objectif d'ajouter un E pour une méthode, un outil PPAC-E avec le E pour environnemental. Voilà, donc je suis passée très vite, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer différentes choses pour éventuellement inspirer et montrer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je vais passer maintenant à des exemples concrets d'éco-conception. Dis-moi. Est-ce qu'il y a des questions? C'est peut-être le moment. Je vous ai mis pour information dans le chat le lien vers l'outil open source que Cindy a partagé pour la partie Lifecycle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment avant de développer les cas d'usage ou juste après les cas d'usage. Utilisez le module, on surveille les arrivées des questions. Voilà. Ça marche, merci. Continuez. Ok, donc je passe à quelques exemples concrets d'éco-conception. J'en ai 3 à vous présenter. Donc le premier, il est directement en lien avec le précédent, en fait c'est la suite. Donc là, on va chercher à éco-concevoir toute la chaîne de valeur de la fabrication des semi-conducteurs. Et on va démarrer un projet européen, donc nommé Genesis, avec 58 partenaires de la chaîne de valeur au niveau de l'Europe. Donc pour éco-concevoir l'ensemble des process. Ça passe par réduire la consommation des PFAS, donc les polluants éternels, et des gaz à effet de serre, notamment le SF6, qui sont utilisés dans les procédés de fabrication. On va également monitorer, traiter les déchets, les effluents dans la partie subfab pour améliorer les abattements, travailler sur la circularité des matériaux critiques et stratégiques, et puis réduire les déchets qui dans la fabrication d'un microélectronique représentent quand même une grosse ressource aujourd'hui peu valorisée. Voilà, donc je ne vais pas trop dans le détail. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, sachant que je suis pas experte sur ce sujet. L'exemple d'après, il concerne, je vais vous donner un exemple sur on peut vous montrer un travail d'éco-conception à l'échelle d'un composant. Donc ici, on parle de packaging de semi-conducteurs. Le packaging permet d'établir les interconnexions électriques entre différentes puces. Et donc, ça en fait un point d'entrée assez intéressant pour éco-conception, notamment pour la prise en compte de la réparabilité et de la réutilisation des puces. Et là, l'objectif de cette étude, c'était de fournir aux concepteurs des outils pour sélectionner les procédés, faire certains procédés de fabrication. Donc, on zoome un petit peu plus, on est dans la couche de redistribution entre l'interposeur et le substrat, et donc, bien sûr, à l'aune des critères environnementaux. Donc, sur la base d'une analyse de cycle de vie, les équipes là ont éco-conçu une ERDL avec 2 principales étapes.
La première, c'est d'utiliser, donc il y a huit procédés qui ont été testés, d'utiliser l'UBM en déposition électrochimique, et puis remplacer les pistes de cuivre par des pistes d'aluminium. Donc ça a permis de réduire de 50 à 75% l'impact sur les critères qui étaient regardés. On en a regardé 6. Voilà. Et puis pour finir, je voulais vous donner un exemple d'éco-conception d'un système. Alors là, ici, on regarde un système d'électronique de puissance pour lequel nous sommes en train de mener des travaux de maintenance prédictive. Alors, maintenance prédictive, c'est le niveau le plus élevé de maintenance. Hein, c'est celui qui permet de réduire drastiquement les coûts de maintenance tout en étant efficient. Donc, c'est au-delà de la maintenance préventive. Hein, on va essayer de piloter en temps réel. Alors, ça permet d'identifier des potentielles défaillances et donc de maximiser la disponibilité des produits, planifier le remplacement d'un composant au bon moment, réduire les réparations correctives potentiellement coûteuses et tâches de maintenance inutiles, planifier l'activité en fonction de l'état de l'équipement réel en ligne et des pannes prévues. Donc ça, c'est les bénéfices de la démarche. Et les travaux qu'on mène sur le sujet, on a dans un premier temps la définition d'une stratégie de maintenance prédictive qui est basée sur un système hybride physique intelligence artificielle et d'autres travaux sur c'est une méthode de prédiction en temps réel de la durée de vie résiduelle des transistors. Voilà, encore une fois là sur des approches probabilistiques. Donc on n'a pas terminé ces travaux, je suis pas encore en mesure de vous dire de combien on pourrait estimer les bénéfices, mais in fine, la maintenance est un levier intéressant pour l'éco-conception. Voilà, s'il y a pas de, j'en ai fini pour la présentation. J'espère que c'était pas trop dense. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Cindy, non, je pense que c'était plutôt pas mal. Il y a peut-être des questions, je vois qu'il y en a une. Peut-être, donc je vais la lire. Quelle est la différence avec l'utilisation de logiciels de greenwashing? J'imagine qu'on parle de l'outil dont on a parlé tout à l'heure, de LCA. Est-ce que c'est bien ça la question? C'est Christophe qui a posé cette question. La différence avec, alors je vais essayer de lire dans le chat, avec de l'outil de greenwashing. Oui, je comprends pas trop la question, mais peut-être que Christophe doit la repréciser. Donc, on parle peut-être de l'outil que vous avez développé qui permet d'automatiser un certain nombre de vérifications dans le cycle de vie. Ouais, voilà, ça permet vraiment de fluidifier le processus. Je ne sais pas si c'est de ça dont on parle, parce que ce que j'entends par greenwashing, c'est le fait d'afficher des actions qui améliorent l'impact environnemental sans vraiment argumenter ou justifier les choses. Justement, enfin, pour le coup, nous, on essaie de développer des démarches globalement scientifiques qui luttent contre le greenwashing, pour appuyer vraiment les effets d'action d'éco-conception et de les quantifier correctement. C'est tout l'enjeu de notre démarche. Ok, donc il y a eu quelques précisions de Christophe. Donc effectivement, il parle des entreprises qui développent leur propre logiciel maison in-house pour faire pour prétendre que le produit est de plus en plus vert. Et ensuite, il y a pas mal de questions qui suivent. Donc c'était ça la question de Christophe. D'accord. J'espère avoir à peu près répondu. Voilà, basé sur des éléments plus scientifiques, sans avoir les biais potentiellement des industriels qui doivent arriver à, j'imagine, un certain résultat pour pouvoir être plus. Après, tout n'est pas.
Oui, oui, après, il y a parfois des choses qui sont pas forcément intentionnelles, hein. Enfin, pour le coup, je ne prétendrai pas que, les outils maison sont nécessairement mauvais ou incorrects ou allant vers du Mhm, greenwashing, mais mhm. effectivement, en tout cas, nous, on essaye de poser un cadre méthodologique qui s'appuie sur vraiment une démarche scientifique pour lutter contre ces biais qui sont parfois involontaires, là, pour le coup. Parfois, on veut bien faire, Les mais deux, en tout cas les on est un peu deux, à côté. ils peuvent être volontaires et involontaires, c'est Les deux vrai. existent. Les deux existent et là vous apportez on va dire quelque chose de plus empirique ou de moins biaisé en tout cas, qui pourrait être intégré peut-être à des solutions maison ou améliorer les solutions maison. On a d'autres questions. Donc, une question de Christelle. Dans quelle mesure ces travaux peuvent aider les bases de données existantes comme EIME, de BV code avec 2D, je pense que c'est avec un Oui, D, à alors, améliorer les inventaires des composants, ouais. ces fameux inventaires, effectivement. Alors, il y a deux choses. La question est très pertinente. D'abord, tout ce que l'on développe dans nos labos au niveau donc on récolte un certain nombre de données et ces données, on entend les mettre à disposition de la communauté, hein, au sens large. Mhm. Donc ça, c'est des choses. En fait, alimenter les bases de données en restant dans la confidentialité qui va bien. Ce sont vraiment des actions que l'on mène. Alors pas tout seul, on les mène aussi avec nos homologues, les RTO allemands, etc. Donc on a beaucoup d'actions. Enfin, on est très en lien avec les bases de données que vous citez notamment. Donc ça, c'est une première réponse. Et un autre élément, c'est que les outils qu'on développe, effectivement, on essaie de les développer de façon interopérable avec toutes les bases de données existantes. Voilà, j'espère avoir répondu. Ok. Bah, Christelle nous le dira. Christophe a répondu que oui, on avait bien répondu à la première question. Ensuite, j'en ai un petit nombre maintenant. Ah, J'ai Jules qui nous pose une question. Donc, en tant qu'exploitant de solutions hardware non fabricants, y a-t-il des labels ou équivalents permettant de démarquer les fabricants, incluant l'éco-conception dans leur processus de fabrication? oui, oui, il existe des labels. Alors, je les connais pas parfaitement bien, mais alors d'abord, il y en a un certain nombre qui vont être développés dans le cadre. Là, je sais pas si vous voyez encore mon écran, ce que Oui, je on voit. regarde, c'est un support sur le SPR. Mhm. Et donc qui est disponible sur Internet. Et bon, alors bon, il y a déjà l'écolabel, qui est un dispositif européen, un label qui existe. La réponse est plutôt oui. Je suis pas hyper compétente pour tous vous les lister, mais vous avez l'écolabel qui existe aujourd'hui, et puis il y en aura d'autres à venir là avec les réglementations européennes. Oui, parce que l'objectif, c'est bien ça, c'est que quand on exploite et qu'on achète finalement à un fabricant, il faut qu'on puisse Mm, savoir si ce fabricant est mm, bien dans une démarche tout à fait. d'éco-conception avec des écolabels. Oui, il y a l'écolabel européen, c'est vrai. Celui-là, il est connu. Voilà. Et j'imagine effectivement que ce cadre réglementaire, cette directive qui va donc devra être transcrite Mm, dans la loi française d'ici 3 ans, si j'ai bien compris, va certainement introduire peut-être des labels complémentaires. On tout à pourra fait. rechercher. Si vous avez l'info, on est preneur. S'il y en a d'autres, pour donner l'info à Jules. Ça marche. Faut que je creuse un peu. Ensuite, il y a Pierre qui nous pose une question. Tous ces outils logiciels ne sont-ils pas des freins à la recherche? Bah, c'est sûr qu'il faut trop d'outils tue la méthode. Multi-outils. Je suis bien d'accord. Oui, oui, bah, tout l'enjeu, c'est de développer des outils utiles. Enfin, en l'occurrence, les outils que je vous présente là, ce sont des outils qu'on a d'abord développés pour nous, qui nous ont aidés et qu'on a ensuite mis à disposition quand ils ont été utiles. Donc, il y a un peu ce filtre qui a déjà été appliqué. Oui, Ça répond un peu à la question, peut-être. l'important, c'est de ne pas alourdir, mais
Oui, bien sûr. Donc chercher l'automatisation, finalement, pourrait, ce que vous avez cherché à faire, hein, automatiser le plus possible, ça évite d'alourdir les processus itératifs, parce que sinon, chaque fois, il faut repasser par des cases supplémentaires. Et c'est peut-être ça l'objet, d'ailleurs, de la question de Pierre. C'est vrai que ça, alors, je ne sais pas si c'est freiner, mais c'est peut-être un petit Bah, peu alourdir ou contraindre, potentiellement. Il y a aussi un enjeu de standardisation derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils qui se développent un peu dans tous les sens, donc par contre, on essaie, enfin en tout cas, on travaille beaucoup avec nos homologues de la recherche académique et institutionnelle sur des outils communs au travers de projets pour justement pas en créer autant qu'il y a de développeurs. Et finalement, plus on éco-conçoit au moment du développement, de la recherche même, hein, Plutôt, ouais. Plus tôt c'est fait, c'est toujours pareil. Donc les conséquences, finalement, une fois qu'on utilise ces technos ou ces solutions, elles devraient être moindres par nature. Parce que si on le fait depuis le début, c'est un peu comme la security by design. Hein. Si on est sécurisé depuis le début, on a moins à sécuriser après. Donc c'est un peu le but recherché. On a une autre question de Seb, donc j'imagine Sébastien. Peut-on passer facilement du LCA à un EPD? Ah, l'EPD, c'est pour le. Aïe, faudrait préciser. Je suis pas sûre de. Est-ce que C'est le flot de conception, je suppose. J'avoue que je ne connais pas le PD, donc je ne suis pas spécialiste de ça. Donc Seb, Je suis pas peut-être sûre non Sébastien, plus, vous mais pouvez peut-être préciser ce que c'est. EPD égale PEP. C'est Christelle qui nous le dit. Profile Environment Product. Profil environnement ok. produit. Environmental Product. Ouais, ça fait référence. J'avoue ne pas être là pour le coup. Je suis pas assez. Je suis pas assez sûre de moi pour vous Expert sur répondre. Je pense savoir à quoi ça fait référence, mais je suis pas sûre. Posez-moi la question par ailleurs. Je m'appuierai sur des sur des ressources internes pour vous répondre. Notamment si vous faites appel à cet outil-là et donc à. C'est du j'imagine c'est Ouais. Environmental Product Declaration. Ça doit être ça. Ouais, ok. Donc là, ça fait vraiment référence à tout ce qui va être en lien avec la règlement, enfin oui, le déclaratif, j'imagine. Le déclaratif. Voilà, je cherchais ce terme-là. Le déclaratif. Ouais, donc bah c'est pour le coup vraiment l'enjeu qu'il y a derrière ces outils-là Papyrus qu'on a développés et la mise en lien, enfin le lien entre les études environnementales et les aspects de régulator. Ouais. Pour plus de détails, je m'appuierai sur des collègues. Alors, il y a une autre question de Pierre. Vous parliez d'évaluer les projets de recherche. Avez-vous des exemples de projets de recherche abandonnés sur les critères éco? Certainement, ça doit exister parce qu'on n'y arrive pas. On n'a pas la réponse. En réalité, non. En fait, j'ai envie de dire que, à mon goût, peut-être trop peu, on est malheureusement, mais collectivement pas encore. On est quand même toujours guidé par les coûts, hein, quoi qu'il en soit. Et donc, on constate parfois que les impacts ils sont grands, donc on cherche à les réduire. Mais de là à dire que on arrête une technologie parce que son impact environnemental est trop fort, quelque part, c'est pas tant la responsabilité, même si c'est pas tant la nôtre, c'est une responsabilité un peu collective. Et là, j'avoue que pour le coup, j'ai envie de répondre, pas assez. Mais Ok. Parfait. Pierre précise UC Louvain, donc j'imagine que c'est l'université, oui, d'accord. Université catholique de Louvain, est très engagée dans ce domaine. Absolument. Et commence à filtrer les projets de type fuite en avant techno, absolument. Genre gravure toujours plus fine, hein, effectivement, c'est ce qu'on cherche toujours à faire. Ouais, on connaît bien l'UC Louvain avec qui on travaille. On a Pierre Asquin notamment qui fait une chaire chez nous. En l'occurrence, donc pour entrer un peu plus dans le détail, on y réfléchit, mais c'est un travail de grande envergure que d'introduire des critères environnementaux dans nos arbitrages, et pas qu'au niveau d'un centre de recherche technologique. Hein, ça concerne un peu tout le monde. Ouais.
Mais on y travaille. Exact. On y travaille. Bon, ben voilà, Pierre, on y travaille avec les collègues belges. Parfait, je crois qu'il y a plus de questions. Il y a merci et bravo pour se lancer dans le chantier. Ok, bah, écoutez. Eh ben, merci à vous. Parfait. On poursuit avec Magali. Je vais vous donner la main. Hop. Bonjour à tous. Voilà. Normalement, vous devriez pouvoir prendre la main. Et merci beaucoup, Cindy, pour l'intervention. Alors, que je repère l'écran. Hop. Et le diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait, c'est à vous, Cindy. Donc là, on rentre dans du super concret. Là, c'est du super concret, effectivement. Donc, bonjour à tous, moi c'est Magali Payen. Je suis la dirigeante de l'agence Mac Design. Mac Design est un bureau d'études spécialisé dans la conception et le design industriel produit. On accompagne nos clients dans l'élaboration de leurs innovations, de la rédaction des cahiers des charges jusqu'à la mise sur le marché de l'appareil qu'on a conçu pour eux. On est entouré de divers partenaires, petites mains, bureaux d'études électroniques, bureaux d'études mécatroniques, ceci pour nous permettre de maîtriser l'intégration et la conception qu'on propose à nos clients. Et de toujours travailler sur des solutions d'architecture produit efficientes. On s'est entouré aussi depuis toutes les années d'existence de l'agence sur des partenariats industriels qui ont été qualifiés aussi sur leurs enjeux et leur choix d'aller sur des machines moins impactantes au niveau consommation énergétique. Et donc pour transformer nos conceptions en réalité, bien entendu. L'agence est basée au Technopole de l'environnement. On intervient dans divers domaines d'activité, divers secteurs, ce qui nous permet de générer de la curiosité et de toujours proposer des solutions différenciantes pour nos clients. Merci Stéphanie, en tout cas, d'avoir initié ce webinaire sur l'éco-conception. C'est un sujet super vaste qui nous tient à cœur à l'agence, avec lequel on essaye au maximum de proposer dans notre développement pour nos clients. Pas toujours facile, comme le disait Cindy à l'instant, il y a toujours une notion de coût malgré tout qui entre dans ces considérations. Et ouais, on se bat depuis des années. Hop, je vais voir, il y a un petit temps de réaction. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une étude de cas. C'est le plus simple pour pouvoir avancer et bien comprendre une des facettes de l'éco-conception. Comme je le disais, le sujet est vaste. Là, je vous en présente une brique. On a travaillé avec la société Terradonna sur leur concept innovant de Clink, la consigne connectée 2.0. Un rappel du contexte sur Clink, c'est une solution qui embarque un brevet de caractérisation de la matière. Terradonna a travaillé avec le CEA Leti, d'ailleurs, à l'époque pour mettre en place ce système. Le but de Clink, c'est de récompenser l'usager qui fait le geste d'apport volontaire de ses déchets dans les conteneurs verts, les récompenser au moyen de bons d'achat pour remettre en place le circuit court et le commerce local. Et sur le côté utilisateur-acheteur, c'est-à-dire collectivité, communauté de communes, métropole, c'est les aider à maîtriser leur parc de conteneurs en optimisant les circuits de ramassage, en vérifiant le taux de matière polluante à l'intérieur d'un conteneur, et j'en passe. Il y avait pas mal de solutions pour que les communautés collectivités puissent gérer leur parc. Terradonna a approché My Design pour l'industrialisation de son projet en 2015 suite à la mise en place de tout leur appareil
ils avaient travaillé depuis quelques années sur tout ce qui était vraiment l'objet du brevet de caractérisation, sorti un POC, une preuve de concept pour vérifier tout ça et se dire allez hop, maintenant on va dans la cour des grands, on y va. C'est là où l'agence est intervenue pour transformer ce projet en produit efficient, plus responsable. Je vais vous présenter un petit peu la suite de l'aventure. Comme tout sujet qui arrive à l'agence ou dans tout sujet qui est au démarrage, on passe toujours par un POC. Le POC, c'est la preuve de concept. Ça permet de valider une technologie, de prouver aux futurs utilisateurs acheteurs que le système fonctionne. Mais un POC n'est pas là pour être balancé en production tel qu'il est, encore moins avec une réflexion d'impact écologique réduit. On n'est pas là pour ça dans un premier temps, c'est compréhensible. Le but du jeu est de faire fonctionner un appareil et de le prouver. Un POC, que ce soit en électronique, par exemple, on utilise des cartes de prototypage, c'est des cartes qu'on trouve sur le marché et qu'on customise avec notre fonctionnalité. Elles sont volumineuses, on ne cherche pas à faire un choix de composants sur ces cartes. On a des cartes du coup peut-être plus consommatrices d'énergie. Les composants et les capteurs choisis sont peut-être parfois surdimensionnés. Comme le disait Cindy dans une de ses slides, ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être que dans ce POC-là, on met beaucoup de capteurs, beaucoup de fonctions pour essayer de balayer un maximum de choses et qui finalement, l'utilisateur, l'usager derrière, va utiliser les 2/3 ou les 1/3 de toutes ces fonctions. C'est du coup une empreinte carbone qui peut être impactante pour quelque chose dont la fonction n'est pas attendue. Tout ça mis bout à bout, ça apporte au niveau de nous, agence de conception en design industriel, une obligation, si on restait sur cette idée-là et de dire on part en industrialisation avec ce qu'on a, ça marche, ça fonctionne, on est content. Si on part de là, nous, au niveau du casing, au niveau des matières premières, au niveau des procédés de fabrication engagés, au niveau des choix de partenaires, où ça sera fait, etc., on va pas apporter de solutions intelligentes et avec un produit durable sur son impact carbone. Donc le risque là, si on était parti directement avec ce qu'on voit à l'écran, c'était un produit avec un fort impact, autant côté électronique, software, hardware, que le casing qui embarque tout ce système. Notre démarche avec Terradona, ça a été d'avancer en 2 étapes. Avant même de commencer à réfléchir sur la miniaturisation ou l'optimisation des composants de l'appareil, c'était de se dire on va déjà observer, mesurer auprès d'un panel d'utilisateurs triés sur le volet, voir si toutes ces fonctions qu'on a mises dans l'appareil, tous ces capteurs sont réellement attendus, voir aussi si toutes ces solutions qu'on a proposées répondent bien, ne tapent pas à côté, etc. Le but avec cette expérimentation, c'est d'observer, tester, remonter des données pour pouvoir travailler de manière ciblée sur l'optimisation derrière. On avait double enjeu sur Terradona, c'était qu'il fallait qu'on valide les choix technologiques d'un produit en rupture, en innovation de rupture, mais aussi de donner une identité à cet appareil puisque c'est un produit qui allait être vendu et commercialisé. Il fallait convaincre et faire adopter par le marché ce nouvel appareil qui allait arriver dans notre univers. Donc l'objectif, encore une fois, tester les capteurs et les composants en conditions réelles pour identifier ceux qui étaient de l'ordre de « ils sont de trop », aucun utilisateur ne les a activés, ou au contraire, on va les conserver, on va les optimiser pour la suite de l'étude. Ça a permis, pendant toute cette étape d'expérimentation qui a duré de mémoire 18 mois auprès de Marseille, Aix-en-Provence, de recueillir des données
des datas, d'utilisateurs usagers comme vous et moi qui faisons notre tri, comme d'utilisateurs acheteurs, collectivités, métropoles, qui eux aussi faisaient remonter des informations. Tout ça a donné une feuille de route claire sur les actions à engager pour la suite et pour réellement rentrer dans une phase d'industrialisation à grande échelle. La première étape, elle va passer en image dans quelques secondes. On part quand même dans la reconception par rapport au premier POC que vous avez vu, dans l'idée d'aller s'adapter à droite et à gauche sur divers conteneurs. On rentre dans la vraie vie par rapport à ce qu'on avait observé sur le premier POC qui était là pour valider une fonction. Là, on est sur une série pilote. On n'a pas retravaillé encore une fois l'électronique. C'est pour ça que l'appareil, j'ai volontairement laissé cette image à l'écran, l'appareil est quand même assez imposant, on s'en rend compte. On génère beaucoup de matières premières malgré tout pour caractériser tout ça. Mais on a quand même pu remonter pas mal de choses qui nous a permis de travailler, je vous dis encore une fois, de manière efficiente là-dessus. On a enfin pu, du coup, en phase 2, se rapprocher de l'industrialisation du système avec des données fiables. Le produit, du coup, on a eu tout un cahier des charges qui a été issu de ces datas remontées par Teradona et MyDesign. On a pu travailler de manière factuelle sur ce qui nous semblait important vis-à-vis des données. Côté R&D et électronique, c'est Teradona qui prenait cette expertise-là. À l'agence, on n'est pas électronicien, on n'est pas mécatronicien. Par contre, on intègre et ces données d'entrée de Teradona étaient essentielles. Donc, l'objectif de cette optimisation du système, c'était réduire l'impact environnemental de la série pilote, mais finalement aussi de pouvoir proposer un produit viable commercialement. On avait le budget, on en parlait à l'instant dans la fin de présentation avec Cindy, le coût et l'environnement. Tout ça a été on tire les ficelles de manière tout en douceur pour y arriver. Il y avait 3 axes d'optimisation qui avaient été détectés. La miniaturisation de l'électronique, mais ça on le savait avant même de savoir qu'on allait aller vers l'industrialisation ou l'expérimentation. Mais grâce à des tests de l'expérimentation, on a pu miniaturiser, en tout cas optimiser à un endroit précis, donné. On a pu ainsi travailler sur le côté de moins de matières premières, des circuits plus compacts, plus optimisés, des optimisations d'assemblage aussi en miniaturisant cette électronique. Nous, ça permettait au niveau de la conception de réfléchir à l'intégration, le montage, l'assemblage, le démontage fin de vie, le remplacement, le SAV du système. On a pu réfléchir aussi sur la réduction du volume global de l'appareil. Dans l'éco-conception, il n'y a pas nécessairement, on ne va pas réfléchir matériaux comme tout le monde l'entend immédiatement, mais on va réfléchir sur le poids de l'appareil, l'ergonomie d'usage de l'appareil, le transport, tout ça rentre dans notre étude lorsqu'on conçoit un appareil. Et enfin, optimiser des process de fabrication. Optimiser les process de fabrication, c'est faire le bon choix du bon procédé au bon moment en fonction de séries d'expérimentation, séries industrielles, petite série, moyenne série, grande série. Ça ne sert à rien des fois de lancer des outillages onéreux si on a une série de 1000 exemplaires par an. Plein de réflexions comme ça qui nous ont permis d'aboutir à un produit, somme toute, beaucoup plus efficient et d'intégrer un marché. Là, ça défile assez vite là-dessus, mais il y a eu toute une étape de reconception pour réduire le produit drastiquement en taille. Là, c'est de l'ordre d'un format A4, grossièrement. On cerne la fonction principale qui est de jeter notre déchet dans un conteneur. On est au plus proche de cette fonction. Teradona a fait un énorme travail sur sa carte pour embarquer les fonctions principales sur les capteurs à l'intérieur qui soient les plus réfléchis possibles pour maîtriser la tenue dans le temps de ces capteurs qui sont protégés à l'intérieur d'un conteneur qui dégage en plus des contraintes assez… il y a des contraintes à l'intérieur d'un conteneur de tri assez
assez hard pour les composants électroniques, on va dire ça comme ça. Suite à ces étapes, le fait d'avoir scindé en plusieurs étapes l'avancée, ça nous a permis d'avoir un produit qui est arrivé sur son marché avec un aspect beaucoup plus attractif puisqu'on avait considéré en avance les utilisateurs. Un coût de fabrication optimisé puisqu'on a choisi nos process en fonction des quantités et de ce qu'on attendait en termes de matériaux choisis, une empreinte carbone maîtrisée sans compromettre les performances de l'appareil. Sur Clink, la seule chose qu'on n'avait pas par rapport à d'autres sujets qui arrivent des fois à l'agence où c'est un effet de gamme, un appareil qu'on doit redesigner, contrairement à un produit déjà industrialisé, on n'avait pas de point de comparaison puisqu'on était en innovation de rupture. Donc l'enjeu avec Terradona, c'était dès le départ de faire des choix stratégiques sur la conception du produit qui allait conditionner toute la chaîne derrière de fabrication, sourcing, composants électroniques du système. Côté matériaux, bah bien entendu, à cette étape-là, on rentre dans quel matériau je vais utiliser pour embarquer tous ces composants, toute cette architecture qu'on a mise au point. Ce choix de matériaux, ça a un impact direct sur le procédé industriel qu'on met en place. Et enfin, on a fortement réduit avec Terradona l'impact de l'empreinte carbone de Clink en optimisant toute la chaîne d'assemblage du produit. Par ailleurs, le produit est un modèle unique puisqu'on a réussi, de par sa taille, à le faire tellement peu encombrant, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à tous les conteneurs, que ce soit des conteneurs enterrés, des conteneurs de tri, de verre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ils sont très tarbiscotés pour certains. On arrive à s'installer sur tous ces conteneurs avec un seul modèle. Terradona est en plus en train de déployer le système plastique, caractérisation plastique et papier, qui est avec le même modèle. Tout ça, ce sont des choix stratégiques dès le départ qui permettent d'avoir une empreinte maîtrisée au niveau environnemental. Ce qu'il faut retenir avec l'accompagnement qu'on vient de vous présenter, c'est que il ne faut pas que vous voyez l'éco-conception comme une contrainte dans un développement. Je suis consciente que c'est des fois des coûts importants ou du temps. C'est du temps, c'est certain. Si on avait fait le grand saut entre le POC que vous avez vu et l'industrialisation, ça aurait probablement été plus vite pour Terradona, mais la réponse à la fin n'aurait peut-être pas été à la hauteur des attentes. Donc, faut vraiment pas le prendre comme une contrainte, mais plutôt pour un levier d'innovation et de compétitivité de votre société sur votre projet. Si vous intégrez en plus dès le départ, très en amont, cette réflexion-là et pas en fin, comme je l'ai vu, comme on le voit beaucoup, en fin de conception de R&D, si vous l'intégrez dès le départ, vous évitez des chocs frontaux assez violents de votre produit. Vous créez du produit qui a du sens et pour vous et pour vos utilisateurs, aussi bien écologiquement qu'économiquement. Ce qu'il faut retenir avant tout dans toute cette démarche d'éco-concevoir un produit, c'est toujours tester à différentes étapes. Ne pas aller bille en tête dès qu'on pense qu'on a la solution. C'est tester, revoir. Certains composants que vous avez imaginés ne sont pas attendus par vos utilisateurs. Ça ne sert à rien de les mettre dans la machine. Et au contraire, d'autres que vous n'aviez pas envisagés, il faut les mettre parce que l'utilisateur l'attend. Tout ça, ce test-là, est primordial pour l'éco-conception. Faire des conceptions dès le départ, je vous en ai déjà parlé, dès le départ, on minimise l'impact si on maîtrise la chaîne de développement. Et encore une fois, ne pas dissocier votre stratégie de mise sur le marché, ne pas dissocier l'éco-conception de cette stratégie. Travailler main dans la main pour avancer. Nous, on travaille en plus, ça a été un nombre incalculable d'allers-retours entre la R&D électronique et la R&D de conception du casing embarqué, tout ça. C'est du travail, c'est du co-développement, c'est une confiance entre les équipes pour faire avancer dans le bon sens.
Merci Magali, on est arrivé, Voilà. il est midi. Parfait, parfait. Et non, c'est un très bel exemple. Je trouve, il y a une petite question de Pierre d'ailleurs. Pouvez-vous clarifier si on parle de consigne ou de recyclage? En fait, c'est de l'identification de matière, de ce qu'on met dans un conteneur qui sera C'est ça. voué au recyclage, hein, du verre. C'est ça. C'est Voilà. exactement ça. Je me suis pas étendue sur tout ce que pouvait faire Clink, mais effectivement, c'était la mise au point d'un système de caractérisation de la matière. Pourquoi? Parce que quand un conteneur est pollué à plus de 30%, un conteneur vert où il y a 30%, plus de 30% d'autres matériaux là-dedans, il part pas en filière de recyclage immédiatement. Donc, voilà, c'est une consigne connectée, c'est pour pousser les gens à mettre du verre dans le conteneur vert. Pour autant, on ne refuse pas le déchet. Il vaut mieux qu'il soit dans le conteneur que sur la route. Voilà. Très bien. Alors, on récompense l'utilisateur qui met du verre par un bon. Voilà, par des points. Très bien. C'est une consigne. C'est une consigne. C'est pas elle qui recycle. C'est bien le conteneur qui est ensuite ramassé et envoyé en filière. Absolument. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour qu'on puisse conclure dans les temps? En tout cas, merci Magali pour cette explication très claire. On a bien compris qu'il faudrait mieux s'en préoccuper dès le début, hein, même très en amont, hein, de l'académique, et ensuite dès qu'on rentre dans la conception. C'est pour une startup, c'est pas évident du tout parce que c'est du temps quelquefois en plus, hein, vous l'avez précisé, hein, du temps et souvent de l'argent aussi. On n'est pas expert et donc ça retarde un peu le travail sur le POC, sachant que le POC c'est quand même ce qui va faire le levier sur du financement privé. Souvent, hein, quand on va chercher à lever des fonds pour notre projet, il faut qu'on ait le POC, il faut qu'on montre quelque chose qui puisse fonctionner, qui puisse avoir un attrait. C'est toute la contrainte économique. Voilà, exactement, mais c'est vrai que pour le POC, moi je l'impose justement pas. Le POC, c'est pas grave, c'est comme ça. Okay. Mais entre le POC c'est la règle du jeu. Ouais. Parfait. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup Cindy. Je vous remercie. Merci aux auditeurs. Une dernière question de la part de Pierre. Ah, une dernière question de la part de Pierre que je n'avais pas vue. Oui, tout à fait. Donc, Pierre nous pose la question. Donc, avez-vous comparé avec une solution donc sans électronique et avez-vous donc caractérisé que l'impact global est positif, c'est-à-dire que l'augmentation du taux de recyclage / consigne va compenser l'impact de l'électronique? Alors, ce qui se passe par rapport, juste ça, c'est super intéressant comme question, c'est d'avoir embarqué autant d'électronique. Je le conçois, ça peut paraître aberrant. Autant mettre sa bouteille en verre dans le conteneur, je ne vois pas effectivement l'intérêt de mettre de l'électronique là-dedans. Pourquoi on est allé sur cette solution-là? Encore une fois, il n'y a pas que les utilisateurs comme vous et moi qui trions. C'était finalement avant tout dédié aux communautés, collectivités, métropoles qui installent des conteneurs. Vous l'avez remarqué, c'est pas un système qui est accolé à un conteneur spécifique. On vient se coller à tout type de conteneur. L'idée, c'était vraiment, c'était un décret qui était sorti en 2017-2018 européen qui spécifiait que ce fameux conteneur, s'il était pollué à plus de X%, ne pouvait pas partir en filière. Enfin, il y avait pas mal de contraintes en fait au niveau des collectivités et des métropoles sur leurs conteneurs dès qu'ils étaient pollués et qui du coup, à part l'électronique, il n'y avait pas tellement d'eau. Il y a des capteurs à l'intérieur de Clink, à l'intérieur du conteneur, qui permettent de dire j'ai 30% d'autre chose que du verre là-dedans. J'ai mon conteneur qui est plein. Il faut lancer le circuit de ramassage et je lance pas un circuit de ramassage sur un conteneur à moitié vide. Donc, les villes optimisent aussi leur parcours, leur circuit de ramassage. Elles vont ramasser là où c'est plein. Tout ça, c'est des actions qui maîtrisent, qui permettent, d'avoir un impact environnemental juste par le fait d'utiliser d'augmenter la recyclabilité finalement, le volume de matière qui serait recyclée. J'imagine pas une minute que Terradonna n'ait pas fait
le début de la mesure, parce que même si c'est un sujet réglementaire pour les collectivités, ben, à un moment donné, il faut bien mesurer. Est-ce que finalement on recycle 10, 20, 30, 50, 100% de plus, enfin peu importe. Et donc l'impact de l'électronique, il faut faire ce qu'il y avait, hein, la partie impact positif, impact négatif, est-ce que ça compense? Si en plus le produit est recyclable dans ses matériels plastiques, il est certainement, j'imagine aussi, reconfigurable. Enfin, ils ont certainement imaginé tout ça. Mais en fait, c'est ça, c'est tout le travail qui a été fait sur la réparabilité du produit, sur le recyclage, sur l'accès aux composants hyper faciles pour pouvoir les changer rapidement. Voilà. Il y a tout ça quand même je vous ai pas tout déballé. En 20 minutes, c'était pas suffisant. Bon, on espère qu'on a un début de réponse pour Pierre, en tout cas. Oui, j'espère que j'ai bien répondu. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, Cindy. À bientôt, Magali. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.